Alors commençons tout de suite, je vois déjà les yeux de Daniel Cohen, commençons tout de suite par le cap symbolique des 3 millions de chômeurs qui vient d'être franchi en France. Pour la seconde fois, c'était déjà arrivé entre 1993 et 1999. Regardez, le chômage. La situation, elle est connue. Il y a actuellement inscrits dans les bureaux de main-d'œuvre 174 000 demandeurs d'emploi. Eh bien, je ne vous cache pas qu'au travers des difficultés du moment, c'est le grand problème qui me préoccupe pour l'avenir. Le gouvernement fera le nécessaire à temps pour vous protéger du chômage. Il en a la volonté et il en a les moyens. Nous nous proposons donc de pallier le déficit d'emploi par une formule simple, un nouveau partage du travail. Tout est fait et tout sera fait pour que le cap des 3 millions de demandeurs d'emploi ne soit pas atteint. Pierre Bérégovoy s'en va au moment où le cap fatidique des 3 millions de chômeurs est franchi. J'avais fait de la bataille pour l'emploi la priorité des priorités de mon gouvernement et je n'ai pas changé d'avis. Nous devons changer notre regard sur le chômage. Faire en sorte que la formation des chômeurs devienne la priorité absolue. C'est un seuil symbolique, mais il y a des symboles qui frappent les esprits. Le chômage a augmenté de 0,8% au mois d'août. Il franchit donc le cap des 3 millions de demandeurs d'emploi. Nous allons tout faire, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et moi-même, pour endiguer, puis ensuite faire reculer le chômage. Alors ce chômage que l'on combat depuis maintenant plus de 30 ans, est-ce que c'est une spécialité française? J'ai l'impression que c'est votre avis, Nicolas Bavray. On ne peut pas dire que ce soit une spécialité française, c'est-à-dire quand on voit aujourd'hui la plupart des pays développés, ce sont des pays qui ont tous à la fois trop de dettes publiques et puis évidemment trop de chômeurs. On ne peut pas avoir un grand choc déflationniste comme on a eu en 2008 sans avoir du chômage. Là où on a quand même une exception française, c'est je crois ce qui a été très bien montré dans ce document, c'est-à-dire que chez nous, nous avons 10% de chômeurs depuis pratiquement maintenant 25 ans. La dernière fois que le chômage était à 7%, c'était en 1977. Et là, il y a une vraie spécificité française parce qu'ailleurs, partout, on est revenu au plein emploi après la période des chocs pétroliers dans les grands pays développés. Il n'y a qu'en France qu'on se soit installé dans ce chômage structurel de masse qui fait qu'aujourd'hui, au-delà des 3 millions de chômeurs, on a 4,5 millions de personnes qui recherchent un emploi et on a sans doute 500 000 à 1 million de gens qui sont ce que les économistes appellent des travailleurs découragés, c'est-à-dire des gens qui ne sont même plus dans les statistiques parce qu'ils ont renoncé à toute forme d'espoir de trouver un emploi. Donc il ne fait pas de doute que ça, premièrement, ce n'est pas seulement un problème économique, c'est un problème social, un problème politique majeur parce que c'est un des terreaux de l'extrémisme et que par ailleurs, on a un problème majeur et spécifique en France sur la durée de ce chômage et son caractère structurel. Daniel Cohen, c'est une spécificité française Alors, à l'heure où on parle aujourd'hui, certainement pas. Nicolas Bavray le rappelait. Quand on regarde les statistiques américaines aujourd'hui, le taux de chômage est à 8%, donc il est en apparence inférieur au nôtre, mais parce qu'il y a eu beaucoup de travailleurs découragés qui ne se présentent même plus sur le marché de l'emploi, sachant que les allocations sont très faibles aux États-Unis, ça vaut même pas la peine de s'enregistrer. Si on corrigeait par cet effet, il faudrait le corriger aussi en France, on serait à 11,5% aux États-Unis. Donc il y a, au moment où on parle aujourd'hui, une crise majeure. Quand on regarde la courbe du chômage, alors c'est vrai qu'elle est à un plateau très élevé en France relativement à ce qu'elle a pu être dans les années 60. En 75, c'était encore un taux de chômage de 3,5%. Donc ça fait rêver, alors qu'on était déjà dans la première crise pétrolière. Mais tout de même, on voit que le chômage a tendance à baisser quand la croissance économique est là. Entre 97 et 2001, on a créé plus d'emplois que pratiquement jamais dans l'histoire du XXe siècle. Il y avait un rapport qui avait été proposé par Jean Pisani-Ferry qui montrait que sur les 5 meilleures années de création d'emplois du XXe siècle, il y en avait 3 qui se passaient dans la période récente. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'obstacle structurel qui ferait qu'à un moment donné, les Français ne veulent plus travailler. Quand la croissance est là, alors tout est là évidemment, et ça nous renvoie à la crise actuelle. Oui, en 97, 98, 99, c'était 3,5% de croissance en France. On avait une grosse croissance qui avait même flirté avec les 4% à un moment donné, mais le point important, c'est que le chômage n'avait pas
cessé de baisser au motif qu'il y aurait eu des handicaps structurels qui font qu'à partir d'un certain seuil, les Français, par exemple, ne voudraient plus travailler. C'est pas vrai. Le chômage continuait de croître et il remonte avec la crise de 2001-2002. De même, en 86-89, lorsqu'on a un contre-choc pétrolier, le taux de chômage, à l'époque c'était les années Rocard, recommence à baisser, redescend sous la barre des 8% de mémoire, et il aurait sans doute continué de le faire s'il n'y avait pas eu la courbe du Golfe. Donc, oui, on est à un niveau indiscutablement en moyenne plus élevé qu'ailleurs, mais non, si on pouvait se donner les moyens d'une croissance plus forte, et bien entendu tout est là-dedans, il n'y aurait pas de handicap sur le marché du travail qui empêcherait les Français de travailler. Je pense que cette idée serait fausse. Paul Jorion ? Oui, je ne crois pas que soit comme ça qu'il faut envisager des problèmes. Le travail disparaît, le travail s'en va, et c'est une chose qu'on a voulu. Moi, j'ai vécu dans les années 50, on nous expliquait ce que serait l'an 2000. On ne travaillerait plus, on a été remplacé par des robots, on serait remplacé par des machines. On ira à la pêche avec ses enfants et ses petits-enfants. C'est ça qu'on voulait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du travail extrêmement monotone, il y avait du travail extrêmement dangereux. C'était un travail qui épuisait les gens, qui faisait qu'ils devaient s'arrêter de travailler à 40 ans et à 50 ans. On a voulu ça. On n'a pas pensé en même temps que les gens, la plupart des gens, ceux qui ne reçoivent pas simplement leur argent du capital, c'est-à-dire en faisant travailler les autres, que les autres, il faut qu'ils aient des revenus. Si on veut que la machine économique fonctionne, il faut que les gens puissent acheter des produits. C'est M. Bavrez tout à l'heure qui parle dans le Monde, il parle d'une baisse encore du pouvoir d'achat de 1,2% l'année prochaine, l'année suivante. C'est une crise. La crise a commencé. Les gens n'ont pas assez d'argent. Il n'y a pas assez de pouvoir d'achat. La moitié des Américains se partagent 2% du patrimoine du pays. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Alors, le travail disparaît. C'est une chose qu'on voulait. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Sismondi. Sismondi, au début du 19e siècle, il dit la chose suivante. Sismondi, un des inventeurs du socialisme, un Suisse, il dit la chose suivante. Toute personne qui sera remplacée par une machine aura droit à une rente à vie. À partir de ce moment-là, il est remplacé par la machine, il est sauvé, il faut qu'il reçoive une partie de la richesse créée par cette machine. Où va cette richesse qu'on a créée depuis les ordinateurs, les robots et tout ça ? Elles vont aux investisseurs, aux actionnaires des entreprises. On se demande comment ça se fait, c'est une curiosité. C'est tellement bizarre que le chef d'entreprise au début du 19e siècle, il gagnait 30 fois plus que son employé le moins bien payé. Maintenant, c'est 450. D'où ça vient ? Mais c'est l'argent qu'on n'a pas donné aux autres. C'est vraiment pas très compliqué. Alors, John Maynard Keynes, dans les années 30, il fait une révolution en disant il faut poser le problème économique d'une manière tout à fait particulière. Il faut simplement mettre le plein emploi au centre et tout va s'arranger à partir de là. On ne peut plus le faire. Le travail a disparu. Quand on délocalise, on nous dit oui, 3000 emplois vont disparaître ici en France. Ce sera une usine qui sera créée au Vietnam. C'est plus en Chine parce que les Chinois demandent une augmentation de salaire. On va créer une usine en Indonésie, au Vietnam. Vous croyez qu'on va créer une usine pour 3000 personnes ? Non, on va mettre 30. Le reste, ce seront des robots, le reste, ce seront des machines. Le travail disparaît. On ne peut pas se dire comme ça, oui, on va comparer les 3 millions de l'époque de M. Bérégovoy, les 3 millions de chômeurs avec 3 millions maintenant. Le travail est en train de disparaître. Et c'est une chose qu'on a voulu. Ce à quoi on n'a pas pensé, c'est comme avec l'Europe, on n'a pas pensé à certaines conséquences, qu'il fallait que les gens aient quand même des revenus, bien qu'il n'ait plus de travail. Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit aux chômeurs, vous devriez travailler plus, allez trouver quelque chose. Non, ça n'existe plus. Les sténodactylos ne sont pas en Chine, elles n'existent plus, elles ont été remplacées par des logiciels. Ou par le cadre supérieur qui lui-même tape à la machine à la place de la sténodactylo. Voilà. Les plans sociaux, effectivement, je vous donne la parole à tous, mais les plans sociaux, effectivement, se sont multipliés depuis un mois, en tout cas leur annonce. Regardez. Une vague de plans sociaux, Petroplus, Florange, Conforama. L'annonce du groupe Sanofi de supprimer 900 postes d'ici 2015. Le gouvernement affirme être intervenu pour limiter l'ampleur du plan social. Castorama, à la chaîne de magasins de bricolage, ce pourrait être le nouveau nom à ajouter sur la longue liste des plans sociaux. Le gouvernement se retrouve confronté à la décision inflexible apparemment d'ArcelorMittal de fermer les 2 hauts fourneaux de Moselle. On n'est pas en train de parler des chiffres et de statistiques ou de je sais pas quoi. On parle de gens concrets. Regardez-les, elles ont un visage. C'est des personnes comme vous, ils ont des gosses comme vous. Alors, pourquoi vous faites rien ? Alors vous croyez qu'on vous a élu comme pourquoi faire ? Mais est-ce que vous pouvez dire ce soir, les hauts fourneaux de Florange ne fermeront pas ? Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que ça serait pas honnête de dire le contraire. Arnaud Montebourg, chahuté par les ouvriers d'ArcelorMittal à son arrivée. Et d'emblée, le ministre douche les espoirs. Mittal ne semble pas vouloir conserver les 2 hauts fourneaux de Florange. C'est une question de volonté politique. Et à la fin, c'est toujours l'argent qui gagne. Ils font chier.
franchement, il y en a marre. Aurélien Bélanger. Oui, non, je voulais réagir à ce que vous disiez. Je me suis amusé dans mon roman à développer une théorie du complot assez générale en expliquant que finalement la guerre des machines avait commencé. Elle avait commencé en gros depuis l'invention de l'économie et l'économie était une sorte d'outil qu'avaient inventé les machines ou qui allait permettre leur propre avènement avec une sorte de rétroaction. Elle faisait un truc dans le passé, elle nous jetait, comme dans 2001, elle nous jetait un silex biface. Et il y a un effet comme ça. Et du coup, c'est amusant, en fait. Non, c'est pas amusant, mais de voir qu'on est passé d'une lutte des classes à un truc beaucoup plus, quasiment, lutte des hommes contre les machines. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Ouais. Pour rebondir sur... Oui, pardon, Nicolas. La lutte des hommes contre les machines, on a eu les mouvements au Royaume-Uni dès le début du 19e siècle. Il y a eu les révoltes des canuts à Lyon. Donc, à chaque grande crise du capitalisme, il y a eu des propos qui étaient exactement ceux-là qui ont été tenus. Et finalement, le capitalisme s'est réformé, on a trouvé des solutions. Au 19e siècle, on a inventé ensuite le rapport, le lien salarial. Donc, on est sorti, on a rééquilibré. Ensuite, dans les années 30, les gens disaient exactement la même chose. Et ça n'a pas empêché que pendant les 30 Glorieuses, on a eu une période et qui était tout à fait une période de plein emploi. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, on est bien dans une grande crise du capitalisme qui charrie ce qui a été montré, son lot de drames, de misère, et il faut trouver une solution. Mais la solution, on ne peut pas la trouver dans les utopies, il faut la trouver dans des solutions concrètes avec effectivement des réformes importantes de l'économie mondiale et de sa régulation, de la zone euro, je pense qu'on en reparlera, et puis des modèles nationaux. Je prendrai juste quelques exemples. Au Canada, on a créé 1,5 million d'emplois depuis 2007. En Allemagne, c'est un pays qui est aujourd'hui en plein emploi, où les jeunes espagnols, grecs viennent parce qu'il y a de la pénurie d'emplois dans certains secteurs et dans certaines régions. Donc, et en Allemagne, il y a aussi des machines. Et ça n'empêche pas de créer chaque mois et chaque jour des emplois, y compris dans les usines. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas une loi des reins qui broierait les gens, etc. Il y a des difficultés qu'il faut essayer aujourd'hui de traiter. Sophie Moi, je voudrais rebondir sur l'expression de Nicolas Bavrez, il ne faut pas avoir d'utopie. Parce que, dans une certaine mesure, quand on est dans une rupture qui est à la fois historique, anthropologique et technologique, c'est justement l'occasion d'en avoir. C'est-à-dire c'est le moment où il faut remettre en route des imaginaires totalement neufs et accepter d'avoir la foi dans un monde tout autre. Et que ce monde tout autre, c'est justement celui qui a déjà été rêvé. C'est-à-dire que le fait de ne plus être dans la logique de la culpabilité, de devoir travailler et de devoir donner sa sueur et son sang pour pouvoir exister, c'est quelque chose qui fait partie des rêveries humaines et qui humanise l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qui la dégrade. Et donc il y a la possibilité de penser effectivement une autre répartition des revenus. Et c'est pensé depuis le XVIIIe siècle au moins, sans doute avant aussi, mais sauf que je connais mieux le XVIIIe siècle. Et quelqu'un comme Thomas Paine, il pense quelque chose qui ressemble un peu à ce qui est pensé aujourd'hui quand on parle de revenu de vie. Donc au XVIIIe siècle, on parle de revenu de vie. Pourquoi on parle de revenu de vie? Parce qu'on dit voilà, il y a un certain nombre de richesses sur la planète et ces richesses peuvent être réparties de manière à ce que le bonheur soit réparti de manière égale entre chacun. Et que si on répartit suffisamment bien les richesses, alors il n'y aura pas nécessairement besoin de travailler dur, mais de travailler bien pour pouvoir en tirer aussi du plaisir et pouvoir créer. Pouvoir créer, ça ne veut pas dire créer nécessairement de l'argent. C'est créer des conditions pour moralement, psychiquement et simplement d'une manière quotidienne avoir du plaisir à vivre. Mais quand on essaie de l'organiser, ça marche pas, ça. Enfin, quand on essaie de l'organiser en dehors du système monétaire, on en appliquant une utopie vraiment... égalitaire, ça ne marche pas. Enfin, on a vu les expériences, c'est plutôt un désastre. Je ne vous parle pas de ces expériences-là, parce que les expériences dont vous parlez, c'est les expériences effectivement totalitaires. L'utopie, elle n'est pas totalitaire. L'utopie, elle est émancipatrice. C'est-à-dire que c'est un non-sens de mettre ensemble... Le totalitarisme, avant de devenir totalitaire, se vend comme utopie. Non, il ne se présente pas comme une utopie. Il est dans un échec assez brillant, assez rapidement, immédiatement après l'échec des communes, des soviets. C'est-à-dire que quand le pouvoir n'est plus aux soviets, on n'est déjà plus dans l'utopie. Et Maïakovski se suicide. Et je pense qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose qui est arrêté dès ce moment-là. Donc il faut arrêter de mettre ensemble la notion d'utopie et la notion de totalitarisme. L'utopie sans émancipation, ce n'est pas des utopies. Je ne vois pas comment on applique l'égalité en fait sans totalitarisme. Bon, la question de l'égalité, c'est quand le bonheur des uns fait le malheur des autres, on n'est plus effectivement dans l'égalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que les financiers vont très bien. C'est pas sûr qu'ils vont très bien psychiquement, mais ils vont très bien du point de vue des conforts.
Voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont très mal. Et donc, il y a un problème de la manière dont on égalise les bonheurs. Et effectivement, les nazis allaient très bien dans leur camp de concentration. Oh, non, mais allons jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas considérer je que veux bien qu'on l'égalité... égalise l'argent, mais le bonheur, qu'on laisse ça un peu individuel. Non, Ça m'embête qu'on égalise le bonheur. la question actuelle, c'est celle du bonheur, c'est pas celle de l'argent, c'est celle des conditions de vie. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre bien, mais par contre, il y a besoin d'un minimum de conditions matérielles et de conditions morales. Sophie Vanni, je vous interromps parce que Daniel Cohen vous dirait qu'il suffit d'avoir une certaine somme pour qu'immédiatement on ait l'impression qu'il nous en faut davantage pour être heureux. C'est le sujet de votre dernier livre. Oui, donc en fait, c'est exponentiel. Ça ne s'arrête jamais, la notion de qu'est-ce qu'il nous faut pour être heureux. C'est pas complètement vrai. Il y a des théories de la frugalité aujourd'hui. Hein. Mais je crois qu'on se rejoint tout de même, parce que le but de ce livre, c'est justement de dire que de toutes les utopies qui ont été proposées, on va dire, à l'histoire humaine et en Europe depuis le XVIIIe siècle, la démocratie, la révolution sexuelle bien plus tard, il y en a une qui résiste, et je crois qu'il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi, pour qu'elle rende les armes aussi. Et celle qui résiste, la forteresse qui résiste, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, Marx disait, un jour, le communisme permettra à chacun d'avoir selon ses besoins. Keynes, dont on parlait tout à l'heure, dans les années 30, disait, à la fin du siècle, celui qui est passé, on travaillera 2-3 heures par jour, ça suffira largement, et on pourra s'occuper enfin des choses sérieuses, l'art, la littérature. Et d'une manière bizarre, moi je veux qu'on en parle et vous suivre justement dans ce questionnement. D'une manière bizarre, c'est l'utopie qui n'a jamais été atteinte, c'est-à-dire que toutes les autres, au fond, se sont réalisées sous des formes bâtardes, peut-être, mais elles se sont réalisées, pas celle-là. Et celle-là tient bon, c'est-à-dire que chaque fois qu'on croit que ça y est, on va y arriver, on va être assez riche pour passer à autre chose, non, on est toujours rattrapé par un système de besoins qui nous rattrape. Un rapport de force. Non mais juste, je voudrais terminer sur un point, c'est que ce qui me paraît le plus troublant, et d'ailleurs on en parle déjà dans ces termes-là, c'est moins de comprendre comment, pourquoi, parce que c'est assez facile à faire, le système de besoins et comment c'est alimenté par la publicité, tout ce qu'on voudra. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'en réalité, on n'arrive pas à le comprendre, cette chose-là. Dans mon précédent livre, en un mot, je disais la loi de Malthus, qui est la loi de la population, a gouverné les civilisations humaines sans qu'on la comprenne. Aujourd'hui, on est soumis à une loi qu'on a du mal à comprendre, c'est-à-dire cette loi qui veut que on n'en aura jamais assez. Que le système de besoins, mais le système aussi de comparaison avec les autres, c'est-à-dire le système social, nous amène à aller plus loin. Et je vous rejoins sur ce point. Si on n'arrive pas à poser ça comme un problème, pas comme une solution, comme un problème, comment se fait-il qu'on soit jamais saturé de ces besoins? Alors, on n'arrivera jamais à résoudre cette équation. Et donc, l'être humain, il cherche le paradis sur Terre et il n'existe pas. Mais pourquoi l'économie canalise cette envie de paradis? C'est ça qui est mais ça part exactement sur ça. Le fait que l'être humain, il est... Pourquoi pas l'art, la culture? L'être humain, il est affamé, il est assoiffé permanent. Et en fait, la différence, c'est qu'il y a des gens qui aiment travailler, qui aiment rester... Moi, je suis des gens qui... J'aime travailler. J'aime pas qu'on me dit tu travailles 2 heures et tu gagnes 10. Je trouve ça... J'aime pas ça, par exemple. Je suis différente et je trouve que pour ceux qui aiment travailler, qui sont manufacturiers, qui aiment faire des trucs, qui bricolent, je sais pas, qui sont comme ça, il faut donner une ouverture. Et que notre société aujourd'hui, elle veut égaliser, donner à tout le monde, gna gna gna, mais ils ne pensent pas à ceux qui sont différents et qui veulent faire des trucs, qui sont comme ça, il faut le bricoler, je ne sais pas. Mais par exemple, on n'utilise pas nos talents vraiment. Revenons au chômage. Mais oui, un mot, Sophie Vanni. La question du travail, c'est la question aussi du travail en tant qu'il fait plaisir, mais le rapport entre le plaisir qu'on a à son travail et la possibilité de l'existence qu'on peut retirer avec, c'est-à-dire du droit à l'existence qu'on a avec, le lien, il est construit socialement. Donc bien sûr qu'on a envie de travailler, qu'on n'est pas des gens désœuvrés au sens où on n'aurait pas de désir et pas le plaisir de faire. Oui. Mais le problème, c'est le lien qu'on peut faire justement entre le plaisir de faire, le plaisir de créer et la possibilité d'avoir une place dans une société. Donc la question, elle est là. Non seulement le travail, il fabrique le lien social. Et il fabrique non seulement le lien social, mais le lien démocratique. On voit très bien que dans les endroits des sociétés développées où il n'y a plus de travail, ce n'est pas seulement les revenus qui disparaissent, en dehors des revenus de transfert éventuels. Ce qui disparaît, c'est l'identité sociale, l'identité des citoyens. Donc le travail, il est décisif également pour la démocratie, il ne faut pas l'oublier. La deuxième chose, je vais revenir juste pour vivre bien, il faut d'abord vivre tout court. Je rappelle quand même qu'il a fallu 18 siècles pour que l'espérance de vie passe de 25 à 38 ans.
et qu'en 200 ans, on est passé de 38 à peu près 70 et jusqu'à 82 ou 84 dans nos sociétés. On est arrivé avec 3 choses. Premièrement, le capitalisme et la croissance, qui ont été très importants. On voit qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de croissance, Zimbabwe, Haïti, c'est quand même très difficile, y compris en termes d'espérance de vie. Ensuite, il y a eu la démocratie, qui a été le deuxième grand facteur. Et le troisième, c'est le progrès scientifique. Donc, moi, je pense, comme je vous l'ai dit, qu'il faut des réformes tout à fait fondamentales, mais il ne faut pas oublier et il ne faut pas justement jeter et la croissance et la démocratie et les progrès que permettent la science avec l'eau du bain de cette grande crise. François Asselineau. Je me demande un peu où je suis tombé, en fait. C'est vrai. On parle utopie, 19e siècle, 18e siècle. C'est une émission culturelle. Oui, je signale que depuis le début de cette émission, la France a statistiquement perdu à peu près 12 emplois, que nous perdons 800 emplois par jour, que nous perdons une usine par jour. Je me rappelle avoir débattu avec M. Baveret le 15 octobre 2008 sur Radio Notre-Dame. C'était il y a 4 ans, il me disait déjà les mêmes choses. Depuis lors, nous avons donc perdu 1200 usines et notre endettement a augmenté de 500 milliards d'euros. Donc la question qu'il faudrait quand même se poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que les Français se posent, qu'est-ce qu'il se passe? Ce qu'il se passe, c'est que nous avons perdu tous les moyens pour protéger nos emplois. Il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services et donc qui notamment est le feu vert généralisé pour les délocalisations. Alors M. Montebourg en est réduit à faire des moulinets, puisqu'il y a cet article 63 qui lui interdit d'interdire aux entreprises de délocaliser. Je voudrais insister sur quelque chose qui est extrêmement important. Comment font les autres? Comment font les autres pays? Ceux qui gagnent, comment font la Chine? Comment font la Thaïlande? Ils font comment, eux? Eh bien, tout simplement, ils ont des ouvertures sur l'étranger qui sont asymétriques. On a appris il y a quelques jours qu'un Chinois, par exemple, vient d'acheter le château de Gevrey-Chambertin. Et figurez-vous que si nous voulions acheter, nous, un vignoble en Chine, il y en a, ou bien tout simplement un jardin de thé, nous ne le pourrions pas. Ce serait interdit. Lorsque, par exemple, les Chinois ont voulu acheter Unocal, qui était une entreprise de pétrolière en Californie, les États-Unis, le gouvernement de Washington, il a mis au panier toutes les théories ultralibérales, il a dit non. Voilà, c'était le fait du prince. Lorsque Dubai Port Authority a voulu racheter 7 ports aux États-Unis, le gouvernement américain a dit non. Voilà, seulement nous, si par exemple en ce moment Qatar fait ses achats en France, l'Émirat de Qatar, mais si nous voulons acheter des terres dans l'Émirat de Qatar, nous ne le pourrions pas. Alors tout ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une asymétrie et que les pays qui gagnent ne sont pas dans les mêmes, n'ont pas accepté les mêmes conditions de concurrence totalement déloyale dans laquelle sont plongés les pays de l'Europe du fait des traités européens et notamment, j'insiste, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y en a bien d'autres. Par exemple, l'article 106 qui réglemente nos services publics, l'article 121 qui fixe les grandes orientations de politique économique et qui vide donc de sens les programmes politiques de nos gouvernants. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, on vient de le voir. Ils ont en fait la même politique, une politique qui n'est pas conforme à l'intérêt des Français, qui a été décidée, fixée dans le marbre des traités européens. Vous êtes d'accord, Sophie Vaniche? Je voulais juste expliquer que dans la période de la Révolution française, donc le XVIIIe siècle, bien sûr, à quoi ça peut nous servir? Parce que justement, on réfléchit ces questions. On réfléchit le fait que même si on est dans un système libéral, il ne faut pas aliéner les biens, et en particulier le territoire dans un premier temps, et les biens qui permettent au pays de fonctionner. Et on est dans une logique où on essaye de penser les relations entre les différents pays, dans le cadre de ce qu'on appelle une cosmopolitique, et en même temps où on interdit de détruire ce qui conduit un pays à prospérer. Et donc on a besoin de ces outils-là pour pouvoir aujourd'hui prendre appui sur ce qui a existé pour effectivement réinventer, sans être nécessairement taxé de réactionnaires ou de personnes qui ne se rendent pas compte de la réalité, ou entendre dire constamment le monde a changé. Le monde a changé parce qu'on a des choix politiques qui ont été faits
et qui ne pense plus les articulations entre critique libérale du libéralisme et libéralisme. Oui, enfin, en attendant, Mais il y a une critique libérale du libéralisme qu'il faut mener et qui n'empêche pas de construire un espace européen, mais avec d'autres règles. Donc le problème, c'est pas l'Europe en tant que telle, c'est les règles que l'Europe s'est données. En l'occurrence, ce serait le libre-échange, puisque c'est ça que vous accusez, François. Je ne suis pas contre le principe du libre-échange. Je dis simplement que toutes nos politiques ont disparu, que tout a été transféré à des oligarchies non élues. Et donc je dis que la première chose qu'il faut faire, c'est rendre aux Français la possibilité de décider des politiques qu'ils veulent. On en parlera tout à l'heure avec le traité budgétaire européen. Je me permets quand même d'insister sur le fait qu'il n'y a pas que l'emploi qui disparaît en Europe. L'emploi, il grimpe dans les pays d'Asie, mais il y a aussi la pauvreté qui monte en Europe. Selon l'INSEE, là, en 2010, on a vu le nombre de pauvres augmenter de 440 000. On est maintenant à 8 700 000 pauvres en France. Alors, on peut continuer à considérer qu'on n'a absolument pas le droit de poser les problèmes dans les termes dans lesquels je les pose. Mais pendant ce temps-là, eh bien, il y a de plus en plus, à peu près 1000 à 1500 personnes qui sombrent dans la pauvreté en plus chaque jour en France. Et Dan ? Ouais, moi, je voudrais juste revenir sur ce qu'on a vu, sur toutes les entreprises qu'on a vues, qui sont toutes de très grandes entreprises. Qui ont... Celles qui ont des plans sociaux Exactement, qui sont accompagnées exactement dans les licenciements, exactement. Le vrai problème qu'on va avoir, c'est que toutes ces entreprises représentent que 2% des entreprises françaises. Il y a 98% des entreprises françaises, elles, qui n'auront pas ce genre de plans, qui n'auront pas cet accompagnement, qui sont... Il faut savoir que ces 2% d'entreprises gèrent approximativement 14 millions des salariés, des actifs français. Il y a 14 millions qui restent, qui sont dans les 98% qui restent des petites entreprises. Ces petites entreprises, elles vont se la prendre aussi la claque. Quand ils vont se la prendre, ça va être beaucoup plus violent que ces grosses entreprises qui ont une grande visibilité, qui ont une belle exposition, qui sont reçues à l'Élysée jour et nuit, etc. Je ne dis pas qu'il faut les laisser tomber, pas du tout, loin de là. Que je pense qu'on n'a pas remplacé le travail par des machines. Pour moi, je pense qu'on a remplacé le travail, l'homme, par de l'homme moins cher, tout simplement, quoi. Et c'est là le vrai grand risque. La vraie question qu'on devrait peut-être potentiellement se poser, c'est... Le travail, c'est pour quoi faire? Est-ce que le travail, c'est pour un épanouissement? Est-ce que le travail, c'est pour de l'argent? Si c'est pour de l'argent, effectivement, on va fermer les entreprises au coup par coup, etc. On va chercher de la productivité ailleurs. Si maintenant l'objectif, et je pense a priori dans le pays dans lequel on vit, on a pour objectif d'un mieux vivre, effectivement, on n'est pas sur la bonne route. Il faut revaloriser le travail, mais pas que en termes financiers. Il faut valoriser le travail en termes humains. Je pense que les entreprises qui tenaient la route, qu'on n'a pas envie de délocaliser, c'est des entreprises qui sont nées de terre, qui ont l'amour du travail bien fait. Et aujourd'hui, on a un rapport de productivité. Alors bien sûr, on est soumis à la productivité des quatre coins de la planète. Bien sûr, on peut discuter sur les conditions de production des pays qui sont de l'autre côté du monde. Mais il faut surtout valoriser l'être humain. C'est lui qui prend la vraie claque. Un salarié qui a le mental à zéro ne peut pas être productif, même avec tout le cœur qu'il pourrait avoir. Il faut redonner juste de l'envie au travail, tout simplement, je pense. Dans les images qu'on voyait, des extraits des journaux télévisés qui annonçaient tous ces plans de licenciement, il y avait toujours la même question qui était en suspens, et parfois même dans la bouche des journalistes, c'était que fait l'État, ou que doit faire l'État, ou que peut faire l'État. Est-ce que c'est la question, Hartner? Pendant 10 ans, ils enlèvent les impôts aux Citroën, à Renault. Ils leur font un cadeau 10 ans de ne pas payer des impôts. Il y a des gens qui râleraient. Il y a des gens qui râleraient. Mais c'est pourquoi râler? Parce qu'il faut les aider eux aussi. S'ils se barrent pour trouver de main-d'œuvre pas chère, c'est que ça fait trop de charges pour eux. Il faut leur aider. En Roumanie, au début, pour lancer l'économie, ils ont fait ça. Tu ouvres une entreprise, comme ça j'en ouvrirai aussi une demain, sinon j'ai peur. Mais tu ouvres une entreprise et 10 ans tu ne payes pas d'impôts parce que tu as engagé des gens, parce que tu crées de l'emploi. Et après tu payes quand tu as un nouveau de chiffre d'affaires. Et moi, comme ça, j'aurais le courage de faire une entreprise en France. Parce qu'en France, avec tous les charges qu'il y a, tu n'oses pas d'avoir un emploi. Sinon, à la fin d'année, tu pars pas aux Maldives. Enfin, tu pars nulle part. Tu pars même pas... voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce geste-là? L'État devait faire un effort. On baisse les impôts
Et on garde nos entreprises. Il ne part pas tout le monde, sinon on va les perdre. Alors, est-ce que c'est à l'État de... Non, mais il y a peut-être des moyens termes, c'est comme pour le libre-échange. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec Ron Hartner. Pardon ? Vous êtes d'accord avec Ron Hartner ? Non, je ne suis pas d'accord pour qu'on supprime les impôts des entreprises, y compris des grandes. Mais en revanche, je pense qu'on peut évidemment travailler là-dessus. Je voudrais juste répondre d'un mot. Et ça rejoint la discussion aussi avec Daniel Cohen. Vous voyez, ces fameuses règles de l'Europe. Quand on regarde pas seulement les statistiques du PIB, mais ce que les économistes comme Amartya Sen ont essayé de faire sur des classements qui sont multicritères pour donner un peu la qualité de la vie. On trouve en tête des pays qui sont en Europe, comme la Finlande, comme la Suède, et auxquels s'applique... On trouve en premier d'ailleurs la Norvège et la Suisse, qui sont les deux pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Non, mais la Norvège, je ne l'avais pas cité, mais on retrouve le Danemark, la Finlande, la Suède, qui font, à ma connaissance... Oui, le Danemark et la Suède qui ne sont pas dans l'euro, d'ailleurs. Et par ailleurs, on trouve également, dans ceux qui se portent bien, un pays comme l'Allemagne, qui est aussi un grand pays, parce qu'on pourrait dire ce ne sont, entre guillemets, que des petits pays. Donc, c'est bien la preuve que... on peut être en Europe et avoir à la fois un très haut degré de qualité de la vie et de développement humain et par ailleurs avoir une économie qui tourne avec de la solidarité et avec de la justice sociale. Pour en venir au problème le problème de la structure productive française, il est très simple. D'un côté, aujourd'hui, je suis pris en tenaille entre ceux du Nord qui ont l'effet qualité, par exemple l'automobile allemande, pour prendre un exemple concret, et les pays du Sud qui maintenant se restructurent et qui font des gains de productivité très rapides. 8% par an en Espagne, 5% par an au Portugal, 3% par an en Italie. Donc, effectivement, on va être concurrencé des deux côtés et la tenaille... Pour l'instant, ils ne s'amusent pas en Italie, en Espagne et au Portugal. Non, on va les voir défiler dans quelques instants. Ils défilent, mais ils travaillent de plus en plus et de manière de plus en plus efficace. Et d'ailleurs, si vous regardez les exportations et ce qu'on appelle les balances commerciales et courantes, ça se redresse précisément à cause de ça. Donc, le problème français, c'est que là encore, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de miracle. Il faut travailler sur les deux aspects. Il faut travailler sur la qualité, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est la formation. Et ça, c'est fondamental parce que ce qu'on a dit, l'économie de la connaissance, l'économie moderne, c'est du capital humain pur. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il n'y aura plus de travail. Plus on va vers l'économie de la connaissance, plus on va vers l'économie de l'information, plus il faut du travail et du capital humain. Et puis de l'autre côté, il faut qu'on accepte aussi de s'attaquer à notre problème de coût. Et donc, le problème de coût, c'est pas que le coût du travail, c'est aussi l'efficacité du capital et c'est le niveau de prélèvement, puisqu'aujourd'hui, la France, c'est le pays où les coûts de production sont les plus élevés en Europe et où les taux de prélèvement sont aussi les plus élevés. Alors, je ne suis pas favorable à ce qu'on passe à un choc fiscal négatif, en tout cas dans les proportions que ce qui a été proposé là, mais à l'inverse, il faut quand même trouver des systèmes qui soient performants. Et c'est tout à fait possible de le faire sans sacrifier l'État-providence, sans sacrifier la solidarité, sans sacrifier la justice sociale. Paul Jurion ? Oui, il y a une confusion qui est faite entre le capitalisme et puis la colonisation du monde qui a eu lieu. On a tendance à dire, il y a des gens qui disent, oui, regardez ce qu'on a fait avec le capitalisme, on a regardé le 19e siècle et tout ça. Rien ne prouve qu'un autre système n'aurait pas fait exactement la même chose. Ce qu'on a fait à cette époque-là, c'est coloniser le monde. On est arrivé aux États-Unis, il y avait un continent vide, c'est Emmanuel Todd qui a parlé de ça. Et alors, on est arrivé avec des paysans qui pouvaient travailler sur des lopins de terre et on leur a dit, voilà, vous voulez 50 hectares, vous voulez 200, etc. Et ces gens sont allés là. Évidemment, ils sont devenus riches. Ils venaient de pays où ils travaillaient sur des lopins où la densité de la population est tout à fait minime. Alors, cette découverte de cette colonisation aussi, comme on l'a fait sur le plan politique, comme on l'a fait en Afrique, comme on l'a fait en Asie. Pourquoi est-ce que les pays asiatiques font leur révolution industrielle maintenant ? Parce qu'on les a empêchés de le faire à une certaine époque. Alors, on dit, oui, tout ça, c'est le capitalisme. Mais non, c'est pas le capitalisme. C'est le fait que notre espèce a colonisé son espace. Les Mayas, les Incas faisaient exactement la même chose. Ils ont fait la même chose que nous avons fait, mais ce n'était pas un système capitaliste, ça n'avait rien à voir. Ils produisaient des choses, c'est tout. Alors, notre système capitaliste, maintenant, on nous dit qu'il est toujours aussi bien parfait, c'est quand même nous qui envoyons la Troïka en Grèce, qui applique les mêmes politiques que la Banque mondiale, que le Fonds monétaire international, des politiques dont on le sait, on l'a vu. Et ça commence déjà en Russie, ça commence même en Allemagne, que l'espérance de vie est en train de baisser malgré le système capitaliste qui était autour.
Non, c'est parce qu'on n'a pas... Pendant 2500 ans, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on était comme espèce, on a pensé à tout ça, c'était très bien. On a des philosophes depuis l'époque de Socrate, même en Chine, ils ont des philosophes de la même époque. Ces 2500 ans de réflexion, on n'en a fait absolument rien. Absolument rien. Si on vient avec des idées en disant il faut supprimer les impôts, et alors bon... Il y a un point de consensus, c'est que c'est vraiment pas parfait. Est-ce qu'il y a un rapport? C'est dommage que M. Mac n'est pas là ce soir, c'est dommage qu'il nous fait défaut. Ça aurait été encore plus rigolo. Il s'est décommandé. Il s'est décommandé, voilà, voilà, c'est dommage. Mais quand on nous dit maintenant, oui, voilà, il suffit d'enlever les impôts et puis les entreprises... Oui, madame, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un rapport à ce que vous venez de nous dire dans le système qu'on a utilisé en Roumanie et le fait que quand on demande maintenant aux jeunes en Roumanie quel genre de système politique ils préfèrent, il y en a 65% qui disent que c'était peut-être pas si mal sous Ceausescu. Moi, je connais même un monsieur... Moi, j'étais sous Ceausescu jusqu'à 17 ans. C'est la pire chose qui peut arriver à un pays d'être communiste. Oui, c'est la pire chose qui peut dire aussi autre chose. Moi, je l'ai vécu. C'est pas dans les livres. Et moi, j'ai un beau-père qui dit il n'y avait pas tous ces clochards dans les rues. Voilà ce qu'il pense. Mais oui, vous savez ce qu'il faisait, Ceausescu? Envoyait les policiers et quand il trouvait un garçon de 20 ans à 15h au cinéma, il le sortait. Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas au boulot? Va au boulot, sinon en prison. T'imagines aujourd'hui qu'on va chercher tous les gosses dans la rue? Qu'est-ce que vous foutez sur la rue? Allez-y au boulot tout de suite. Donc on était obligé de travailler pour 30 € par mois. Expliquez-moi ce sondage. Pourquoi croyez-vous que ces jeunes pensent ça? Parce qu'après la Révolution, en fait, cette loi de 10 ans de manque d'impôts, elle a été très bien, mais ça a été fait pour les mêmes communistes qu'avant. Nous, on a tous aimé d'avoir ça, avoir chacun deux, trois entreprises. On arrivait à faire 1% de gain et l'inflation grandissait avec 50 fois par an. Donc, le problème, ça a été ça, que ça a été un coup monté. Mais on ne veut pas de coup monté, tu vois. Daniel Cohen. Enfin, je propose un truc. Je crois pas que et on va passer au traité budgétaire européen. On propose de revenir à la dictature roumaine de Ceausescu, mais pour aller dans son sens, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites qui montrent que, par exemple, aujourd'hui en Chine, alors même que le revenu a été multiplié par 4 en l'espace de 20 ans, c'est-à-dire des taux de croissance qu'on n'a jamais vus dans l'histoire, même sous les Mayas, le taux de satisfaction est exactement au niveau où il était en 90 et le nombre de gens qui deviennent nostalgiques de Mao ne cesse de croître. Et on avait observé et étudié la même chose en ex-Allemagne de l'Est, ce qui est un comble, et où on observait la même chose, c'est-à-dire que le système dans lequel on a demandé aux Allemands de l'Est de venir, évidemment, leur apportait la démocratie. Il ne s'agit pas d'y toucher. Mais à côté de ça, ils se sont retrouvés dans un système économique beaucoup plus compétitif, beaucoup plus dur, où le lien social s'est tout de même, en réalité, affaissé, et qui les rend nostalgiques de cette période. Et donc, il ne s'agit pas de plaider pour le retour, mais il faut quand même comprendre la nature de cette insatisfaction. Je reviens au cas chinois, parce qu'il est toujours donné en exemple, c'est formidable. Le niveau de satisfaction chinois est le même que celui qu'en 90. Le tiers supérieur, en effet, est plus heureux, mais le tiers inférieur est plus malheureux dans les mêmes proportions, et le tiers du milieu est au même niveau. Donc il faut aborder cette question. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Alors, c'est une question peut-être un peu générale par rapport à la crise. Revenons à la crise. Cette crise va être le moment de choix décisifs et on voit bien émerger des solutions, plus d'impôts, ceci et cela. Moi, je pense que ce serait grave si de cette crise devait accoucher une remise en arrière de ce qu'on a construit au cours de toutes ces années. On entend toujours le problème de la France et des pays riches, c'est que les dépenses de santé explosent. Donc ça crée des charges sociales qui réduisent la compétitivité et qui, au bout du compte, ne sont pas bonnes. Mais quand dans les années 50-60, on disait la consommation d'automobiles explose, tout le monde applaudissait. Il faut quand même comprendre comment se fait-il. Les automobiles explosent dans les années 50-60, on est ravis. Les dépenses de santé, qui allongent l'espérance de vie, explosent, entre guillemets, avec le même concept dans les années 2000, et c'est une tragédie. Si on ne comprend pas que ce qui est derrière, c'est que dans un cas, c'est une gratification immédiate qu'on paye avec son salaire, dans l'autre, c'est une gratification différée qui est prise en charge par la société, mais que la nature des biens, on va dire, pour aller vite, se compare largement, alors on va faire fausse route. Donc je pense que cette discussion sociale n'est pas inutile. Mais en effet, revenant aujourd'hui à la crise dans laquelle on est, on voit la faiblesse de notre système, puisque sans croissance dans les 2 ou 3 prochaines années, on n'arrivera pas pacifiquement à régler cette problème. Donc je pense qu'il faut avancer, là je fais une motion de synthèse, sur ces deux jambes, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a des choix de société qui peuvent, de manière implicite, se faire et qu'on regrettera, parce que sacrifier tout ça pour un quart de point de croissance qui de toute façon sera dilué dans l'océan des malheurs, ce serait ridicule. Et de l'autre, évidemment, il faut corriger ce que vous disiez, ces dysfonctionnements criants au sein de l'Europe qui font qu'aujourd'hui l'Europe
est en crise, c'est évident, ne fonctionne pas. Et qu'elle doit retrouver un moteur, une cohérence, un projet, ou disparaître pour aller dans votre sens.